Salut à tous, c'est Bourrichon. Aujourd'hui, on va analyser la deuxième journée du top 14. On commence tout de suite avec les matchs. Alors le premier match dont je vais vous parler, c'est le dernier qui s'est passé, c'est Toulouse-Montpellier. Pourquoi j'ai choisi ce match en premier ? Tout simplement parce que c'est le match qui m'a le plus plu. C'était un match avec énormément d'intensité. Les Toulousains ont démarré la rencontre pied au plancher. Ils ont quand même inscrit 4 essais en première mi-temps, dont 2 dans les 10 premières minutes. Au contraire, Montpellier est reparti bredouille de ce déplacement. J'ai été un peu déçu de cette équipe de Montpellier, car la semaine dernière, ils avaient fait un match plutôt plein. Ils avaient eu une certaine confiance en ayant gagné La Rochelle, qui était quand même le double champion d'Europe. Mais là, il n'y avait pas grand-chose à Montpellier. À part Thomas Darmon, qui a essayé un peu de motiver son équipe, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui ont répondu présent. Tout comme les joueurs de l'équipe de Perpignan, pour le match Clermont-Perpignan. Alors là, j'ai été aussi déçu, mais je m'y attendais un peu, car Perpignan a fait un match dégueulasse la semaine dernière contre le Stade français. Là, ils ont fait exactement la même chose à Clermont. À la 62e, il y avait encore 31-0 pour vous dire. Il n'y avait pas grand chose à retenir en fait du côté de Perpignan, car ils se sont fait rouler dessus par le pack de l'ASM, mais tout le match. Et c'est qu'en fin de match, quand Clermont avait le bonus offensif bien au fond de la poche, qu'ils se sont un peu relâchés et que Perpignan a pu inscrire quelques points. Mais à l'inverse, du côté de Clermont, j'ai été plutôt satisfait, car la première journée à Oyonnax, ça a été une réelle surprise. Je voyais vraiment Clermont capable d'aller faire un coup, mais finalement ils se sont fait rouler dessus par Oyonnax, et là ils se sont bien repris, et on voit clairement l'impact de Benramin Urdapilleta. Dès qu'il est là, franchement, ça change le jeu. On passe maintenant à un autre match, je vais parler du Pau Racing. Alors c'est pas un match qui m'a clairement plu, c'était un match plutôt de défense, plutôt fermé, sans grandes envolées, mais je voulais souligner quand même le suspense qu'il y a eu dans cette rencontre, car le Racing n'a jamais été vraiment décroché par Pau, et a su revenir, et en fin de match, les Palois ont dû un petit peu serrer les fesses, car 19-17 au score final, il restait plus de 10 minutes à jouer quand il y a eu 19-17, donc il y a eu du suspense dans cette rencontre. Après quand même, le Racing a fait beaucoup trop d'erreurs de main. Je pense notamment à cette action en début de match où l'essai de Waimé Naituvi était tout fait, mais il fait un en avant, donc sans cette faute de main, en fait, ils auraient pu clairement marquer et remporter le match au final. Aussi, j'aimerais souligner le jeu développé par les Palois. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais l'essai de Decron est un très bel essai, et ça se voit que Piccheroni aime l'attaque. Un autre match avec du suspense, ça a été le Bordeaux-Bègles-Castres. Alors, pendant les 70 premières minutes, il n'y avait pas de suspense. C'est qu'après que Castres est revenu, car Bordeaux a d'abord déroulé son jeu. À un moment, on pouvait même se dire que Bordeaux pouvait aller chercher le bonus offensif, puisqu'ils étaient à 3 essais, et Castres seulement 1 à 10 minutes de la fin. On pouvait se dire que Bordeaux pouvait aller chercher ce 4e essai synonyme de bonus offensif. Mais non, ils se sont relâchés, et c'est Castres, à l'inverse, qui a marqué, et qui pouvait revenir en fin de rencontre. Au final, il n'en est rien. Castres repart tout de même avec un point de bonus défensif de ses déplacements en Gironde, et je pense qu'ils sont plutôt contents de cette opération, car vu le match, c'était plutôt mal embarqué. D'ailleurs, dans ce match, on a assisté à un très bel essai, celui de Madoche Tamboué, le joueur de l'UBB. Donc on voit que ça part d'un ballon de récupération. Donc ça écarte avec un joueur qui fait pivot, qui donne dans le dos à Nicolas Deporter. On a un petit décalage qui est créé avec un 3 contre 2. Nicolas Deporter donne à Mahamadou Diaby qui perce et qui après passe les bras pour Madoche Tamboué qui n'a plus qu'à filer à l'essai. C'est un très bel essai, ce n'est pas l'essai de la journée pour moi, mais il est magnifique. L'essai de la journée, pour moi, il nous vient de La Rochelle. J'ai parlé du tout premier essai de Brice Dulin. Pareil, là, on est sur une action un peu similaire que celle de Bordeaux. Les Rochelais avancent, puis une passe pivot dans le dos, où on a Hugo Russ qui perce, et qui n'a plus qu'à donner à Brice Dulin, et ce dernier plonge dans l'embut pour aplatir. C'est un essai donc qui est construit, qui est très beau, et c'est pour moi l'essai de la journée. Durant cette rencontre, j'ai été impressionné de La Rochelle. Parce qu'on le sait, La Rochelle a beaucoup d'internationaux, une équipe qui était certes compétitive, mais avec pas mal d'espoir quand même sur le banc, et aussi titulaire. Et franchement, ils ont mis une claque à Lyon, ils ont complètement douché les espoirs lyonnais dès le début. Au départ, Lyon mène 7-0, et je me dis que clairement, il y a un coup à faire, car La Rochelle est amoindrie à cause de la Coupe du Monde. Lyon, pour le coup, a récupéré certains joueurs qui ne sont pas sélectionnés, et avait une équipe très compétitive. Je me suis dit que c'était possible. Mais dès que La Rochelle a accéléré, c'était foutu. Et quand on voit le niveau de jeu des Rochelais,
on peut se dire que quand l'équipe sera au complet, ça va faire très 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 mal. Tout comme Toulouse. Toulouse, c'est pareil, ça m'a impressionné. Ils ont 17 joueurs à la Coupe du Monde, ce qui est énorme. C'est le club le plus représenté dans cette compétition. Et pourtant, ils ont roulé sur Montpellier, j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Et surtout, ils ont proposé du jeu. Et pour moi, l'autre essai de la journée vient de Toulouse. Il s'agit de l'essai de Pierre-Louis Barassi, le tour dernier de la rencontre. On voit que le ballon est écarté. Pierre Barassi redresse sa course avec un crochet intérieur, libère les bras, donne à Arthur Rottière qui accélère. Et Pierre Barassi, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tout de suite, après avoir fait sa passe, il a continué à suivre Arthur Rottière. Donc c'est du jeu sans ballon qui est très important. Et Arthur Rottière avait un choix soit à l'intérieur avec Paul Graou, soit à l'extérieur avec Pierre-Louis Barassi. Il choisit de redonner à son centre qui va à l'essai. Maintenant, j'aimerais parler des joueurs que j'ai beaucoup aimés lors de cette journée. On continue avec Toulouse avec Théo Ntamak. Le petit frère de Romain Ntamak a fait un match dantesque. Il a été partout, il a fait beaucoup de courses à l'image de son essai en solitaire. Et puis on voit qu'il est très à l'aise ballon en main. En défense, il s'échappe pas. Pour moi, c'était clairement l'homme du match. À Bordeaux, j'ai bien aimé la prestation de Mahamadou Diaby. Donc je vous l'ai déjà montré, il était passeur décisif sur l'essai de Madoche Tamboué. Il a aussi fait une grosse partie défensivement. Et c'est clairement un leader de l'UBB. Et quand il n'est pas là, en défense, ça se sent. J'aimerais aussi revenir sur Urda Pileta, qui faisait son premier match avec Clermont. On sait que Clermont a des problèmes à l'ouverture, puisqu'Anthony Belot et Jules Plisson ne sont pas des joueurs qui sont extrêmement en confiance. Urda Pileta va amener cette confiance à ce poste, et même s'il a 37 ans, on voit qu'il est encore en canne. Et enfin, le dernier joueur dont j'aimerais parler, c'est un champion du monde U20, c'est Mathis Atisogbe. Alors lui, je ne l'attendais pas, c'est son premier match de la saison, je ne l'attendais pas du tout avec Pau. Je sais que c'est un très bon joueur, mais là, il a fait un match vraiment XXL. Il a roulé sur son vis-à-vis Christian Wade, il a gagné tous ses duels, en défense il ne s'est pas échappé, et en fait il continue sur sa lancée de son titre de champion du monde U20, il continue à faire des performances top niveau. A l'inverse des joueurs qui m'ont plutôt déçu, je vais parler de Paul Abadi, le numéro 9 de l'UBB, qui a eu du mal. Au Racing c'était bien, il a d'ailleurs offert un essai à Nicolas Deporter, dont j'ai parlé dans la vidéo de la première journée. Et là, contre Castres, il a été en dedans. Il a fait plusieurs mauvais choix et j'ai l'impression qu'il galérait un petit peu à mener son paquet d'avant. Il y a eu plusieurs fois où dans les rucks, ils se sont fait un peu bouger, ce qui donnait un en avant ou un ballon difficile à exploiter. Et franchement, j'étais un peu déçu de Abadi et j'ai pas compris pourquoi Yannick Bru n'a pas fait rentrer Théo Nanette plus tôt. Son compère de la charnière aussi, Zach Holmes, qui est rentré dans le match, on voit qu'il en manque de confiance aussi. Au Racing, c'était pas trop ça. Là, il est un peu en dedans aussi. J'attends de voir pour le mettre réellement dans la catégorie flop, parce qu'il n'a pas non plus fait une mauvaise rencontre, mais il peut largement mieux faire. J'aimerais aussi parler de Gabriel Ngambebe, qui a perdu absolument tous ses duels face à Sitariki Betuniata, puis Arthur Rottière. Franchement, c'était pas compliqué. Si Toulouse voulait marquer, il fallait jouer sur son aile. George Bridge aussi a été nul. Les deux ailes de Montpellier ont été nuls. Franchement, George Bridge aussi, c'est un All Black. Il a fait la Coupe du Monde 2019, donc c'est pas un joueur qui est terminé. Mais là, j'ai l'impression qu'il vaut rien, il vaut plus rien. Depuis qu'il est arrivé à Montpellier, en fait, on l'a jamais vu, George Bridge. Et j'attends plus d'un joueur comme ça, quand même. Et aussi, en dernier flop, j'aimerais mettre toute l'équipe de Perpignan, car franchement, une prestation aussi peu aboutie, après celle du Stade français, c'est quand même pauvre. Et je suis un peu déçu de Perpignan car si vous avez vu ma vidéo sur ma prédiction du classement du top 14, je les voyais 10e. Mais là, s'ils relèvent pas un petit peu le niveau de jeu, ça va être très compliqué. Et enfin, le dernier flop, c'est pour moi Tolou Latou. On le savait qu'au Stade français, c'était pas du tout une réussite. On le savait qu'il a des problèmes avec l'alcool. Il était revenu au pays pour essayer de se sevrer. C'est pour ça que Montpellier l'a fait signer, parce que soi-disant il avait réglé ses problèmes. Alors peut-être qu'il les a réglés, ces problèmes d'alcool, mais sur le terrain, il reste encore totalement bourré, le gars. Disclaimer, je sais que l'alcoolisme est une maladie très grave qui touche beaucoup de personnes. Là, c'était juste une petite blague qui avait juste pour but de faire rire. Mais en tout cas, j'envoie toute ma force à Tolou Latou pour qu'il puisse surmonter cette terrible maladie. Là, son carton rouge, à ce niveau-là, c'est pas possible de faire des erreurs pareilles. Il arrive, il ne met même pas les bras, il encercle même pas, il met directement l'épaule dans la tête. Enfin, alors qu'on sait que depuis plusieurs années, les arbitres sont très vigilants avec ce genre d'action. Là, il faut juste être totalement débile pour faire ce genre d'action, alors que t'es professionnel, que t'es censé représenter le rugby
à l'international. Franchement, je suis très déçu de Tolo Latou. Ah oui, et il y a un match dont j'ai pas parlé, c'est Toulon-Bayonne, tout simplement parce que c'était une purge. Il y avait rien dans ce match, à part une chatte énorme des Toulonnais avec l'essai de Serein. Mais c'était nul à chier, donc j'ai pas plus envie d'en parler, quoi. Je n'ai pas parlé aussi de Stade Français Oyonnax. J'en pense juste que Oyonnax aurait dû gagner ce match si Jules Soulan et Justin Bourreau n'avaient pas raté autant de points au pied. Oyonnax peut se mordre les doigts parce qu'il y avait clairement la place d'aller gagner au Stade Français qui a proposé un jeu pauvre, je trouve. Je suis un peu déçu pour Oyonnax et je pense quand même que si ils arrivent à jouer comme ça sur d'autres terrains, ils pourront aller glaner quelques points à l'extérieur. Donc, on arrive en fin de vidéo, je vous mets le classement à l'issue de cette deuxième journée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'analyse sur la deuxième journée du top 14. La semaine prochaine, on se retrouve pour celle sur la troisième journée, la dernière avant la pause liée à la Coupe du Monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, écrire un commentaire et activer la cloche, ça m'aidera et ça me permettra d'être mieux référencé par YouTube. C'était Bourrichon, ciao ciao.